Robert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre balado. Merci d'être là. Merci à toi. Robert, on se connaît depuis quelque temps. Toi, tu es économiste, mais tu as un parcours quand même super intéressant. Tu as travaillé dans le secteur privé, tu as conseillé le premier ministre Trudeau. Aujourd'hui, tu diriges U15, qui milite pour des meilleures politiques en innovation, en recherche. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se parle parce qu'on est dans un moment tout particulier. Il y a un tumulte économique avec la guerre commerciale. On a besoin d'être plus productif, plus innovant, plus indépendant des États-Unis. Puis en même temps, une certaine effervescence parce qu'on veut investir en défense, on veut investir dans la transition énergétique. Et au cœur de tout ça, en fait, il y a l'innovation, notre capacité à inventer des nouvelles choses et à produire des choses dans le monde physique à très grande échelle. Alors, moi, je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce qu'il y a quelque temps, tu as publié une chronique super intéressante qui appelait finalement un moment Spoutnik pour le Canada. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je pense que c'est une super bonne façon de commencer. Spoutnik, c'est quoi? C'est une crise existentielle du satellite russe Spoutnik en 1957 qui a surpris les Américains dans leur capacité technologique et qui a forcé le président Eisenhower, président américain de l'époque, à mettre en place un dispositif absolument exceptionnel qui a commencé, dans le fond, la capacité technologique d'innovation américaine avec le DARPA, le Defense Advanced Research Project Agency, qui est maintenant célèbre parce que c'est vraiment le phare au Pentagone, celle qui a pensé l'avenir au niveau de l'innovation technologique. Et donc, la crise a forcé un moment de réaction très fort en politique publique qui a amené un déploiement incroyable au niveau des universités de recherche aux États-Unis. Quelques années après, le président Kennedy était à la Rice University au début des années 60 et a dit aux Américains, on va envoyer un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie, ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est l'idée d'une mission aussi, c'est l'idée d'un objectif. Et il y a un parallèle avec ce que M. Carney vient de faire à Davos. Il vient de nous dire, là, l'ordre dans lequel on est habitué, confortable, n'existe plus. Il faut, nous, comme ordre international, changer notre façon de voir ça. Mais nous, comme pays, le Canada, on a des leviers, on n'est pas impuissants. Des choses qu'on peut faire, une de celles-là, c'est l'innovation technologique, c'est l'innovation en général pour générer de la productivité. Alors moi, je vois là un défi vraiment excitant. Je suis au cœur, comme tu as dit, je représente les grandes universités de recherche canadiennes. Il y en a 15 que je représente, dont l'Université de Montréal, Laval, McGill, les 3 québécoises, qui sont très fortes. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est être la fondation de cet effort-là pour l'avenir. Alors, c'est vraiment un moment de peur, finalement. C'est ça. Les États-Unis ont vu les Russes envoyer Spoutnik, puis là, ils se sont dit, ah ben nous, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on investisse, il faut qu'on soit plus innovant, plus intelligent, plus fort et plus rapide qu'eux. Exact. Puis là, au Canada, il y a peut-être, on sent ce sentiment-là d'urgence. Mais rappelle-nous un peu ou essaie de nous brosser un portrait de qu'est-ce qu'on veut dire par innovation? Parce qu'on entend plein de choses. Ouais. On sait que la recherche et développement dans les entreprises, dans les universités, ça fait partie un peu, mais on peut innover autrement. Donc, brosse-nous un portrait. Qu'est-ce qu'on veut dire par innovation? Disons, dans la théorie économique, ça sort de où un peu l'innovation? On peut commencer là. Il y a un économiste autrichien, Schumpeter, qui a un nom un peu difficile à prononcer, mais quand même célèbre, oui, dans la fin du 19e siècle, donc qui a modélisé, qui a commencé à parler des capacités dynamiques d'une économie, que la création destructrice, quand on transforme les économies par l'innovation, c'est ce qui crée de la croissance. Et là, il y a eu des disciples importants qui ont suivi, donc Paul Romer, dans les années 80, qui a gagné le prix Nobel, qui a dit les talents, les idées, quand on les diffuse dans l'économie, théorie endogène un peu de l'économie, c'est ce qui fait qu'on crée de la croissance. Donc, il y a toute une école de pensée sérieuse dans l'économie qui est attachée à ça. C'est pas juste des gens qui disent l'innovation, il faut faire ça. Donc, c'est mathématiquement démontré dans les écrits aussi. Et l'idée, c'est ça, c'est que la productivité, produire plus avec moins d'efforts, ça passe par l'innovation technologique essentiellement, la diffusion de la technologie dans l'économie. Donc, c'est ça l'idée simple. Et évidemment, les universités sont au cœur de ça parce que le talent est là, les idées sont là. La recherche fait en sorte qu'on peut transférer ça dans l'économie et avoir une capacité d'innovation. Tu sais, concrètement, est-ce que tu
Est-ce qu'il y a une innovation québécoise comme ça à laquelle tu penses qui a été inventée dans une université puis qui a vraiment changé la donne, qui ont permis à nos entreprises d'être plus productives? Bien, on l'oublie, surtout aujourd'hui, le premier ministre Carney, là, il annonce une stratégie sur les automobiles, le secteur automobile. Hydro-Québec, des laboratoires industriels d'Hydro-Québec, avec beaucoup de recherches qui étaient faites dans nos grandes universités de recherche, incluant McGill, a été un pionnier de la recherche sur les batteries électriques. Pour les voitures. Oui, pour les voitures. On a laissé aller un peu cette technologie, malheureusement. Les matériaux avancés au Québec, on est très fort, il y a une grande capacité de recherche, mais malheureusement, on est comme timide par rapport à s'affirmer, par rapport à ces choses-là qu'on a fait avancer. Même au niveau de l'espace, il y a de la recherche qui se fait à l'Université de Montréal, qui est absolument dans le laboratoire des sciences, un observatoire spatial qui est absolument un télescope au Mont Mégantic qui est absolument extraordinaire. Donc, il y a plusieurs exemples concrets. L'Arctique avec l'Université Laval, des décennies qui se sont investies là-dedans, dans les changements climatiques, dans toutes sortes de trucs liés à la souveraineté. Et donc, on a fait beaucoup. Et là, dans le fond, la question, c'est comment pour relier un peu ta question du départ, comment on se relance étant donné l'impératif du moment. Mais qu'est-ce qui achoppe? Parce qu'on entend souvent ça, qu'on est vraiment, on a des super universités qui font de la recherche qui est innovante, mais on n'arrive pas à la commercialiser. Mais tu sais, concrètement, qu'est-ce qui achoppe? C'est compliqué, hein, faire de la technologie, honnêtement. Il faut voir que dans le monde, des pays qui font bien ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est un écosystème. Il faut que toutes les parties de l'écosystème travaillent ensemble. À la base, dans le fond, rendu à cette partie-là, une fois que la recherche a été faite et qu'elle est effectivement probante pour l'innovation, ça prend essentiellement un partenariat public-privé pour l'amener sur le marché. Et c'est là où le Canada, je trouve, on n'a pas été très bon ou pas assez bon. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas bon du tout, mais on pourrait être bien meilleur par rapport à d'autres pays. Et ça prend un maillage plus fort des passerelles entre nos grandes universités de recherche et le monde des affaires. Il y a une capacité d'absorption du milieu des affaires, dans le fond, pour prendre ces technologies. Puis, il y a un élément de risque. Hein? Quand on investit dans quelque chose, on ne sait pas toujours si ça va fonctionner. Il faut mettre des sous. Et c'est là l'achoppement un peu au Canada, c'est l'investissement privé en recherche et développement est très, très faible. Donc, tu as une université qui va inventer quelque chose, puis après, tu n'as pas de gens qui vont l'acheter, que ce soit ça. le secteur privé ou les gouvernements, parce que là, tu dis, les pays qui réussissent à bien faire ça, il y a les États-Unis, on les connaît, puis eux, ce qu'ils font, c'est que tu as un gouvernement fédéral qui achète beaucoup des innovations des universités, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui arrivent à bien faire ça? Bien, un exemple plus à l'échelle du Québec, Canada, les Pays-Bas en agriculture. C'est un pays qui a à peu près la moitié du territoire du Nouveau-Brunswick, pour situer les gens, très petit. Deuxième en exportation mondiale en agriculture. Comment ils ont fait ça? Essentiellement, ils ont maillé leur secteur public avec leur secteur privé. Ils ont une capacité d'R&D en agriculture qui est absolument fascinante. Et donc, ils sont devenus experts à produire des biens agricoles dans des espaces très restreints. Alors ça, c'est un exemple concret. Les pays scandinaves aussi sont assez bons en innovation. Je donne l'exemple d'Israël. C'est un impératif existentiel pour eux. Mais encore une fois, l'écosystème d'innovation là-bas est absolument fascinant. Mais c'est super intéressant parce que l'exemple du Pays-Bas, parce que peut-être qu'on a besoin aussi collectivement de comprendre ce que ça veut dire innovation et productivité, parce que c'est des concepts un peu abstraits. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que dans 20 ans, ma fille, elle se dise « Oh mon Dieu, en 2026, c'était vraiment un autre monde dans lequel il vivait. Moi, je ne vivrais jamais en 2026. On avait moins de nourriture, moins de logements. Tu sais, dans le fond, c'est ça ce qu'on veut faire, c'est être plus productif, c'est créer plus de choses dans le monde physique qui permettent d'améliorer notre qualité de vie. Puis pour ça, on a besoin d'inventer des nouvelles choses. Puis là, je me demandais, c'est quoi les grandes inventions qu'on a besoin de faire au Canada pour que, justement, ma fille, elle regarde 2026 avec un peu de dégoût? Moi, j'ai été nommé dans mon poste il y a 7 mois. J'ai fait le tour des 15 grandes universités de recherche au Canada. Et évidemment, j'avais quand même une bonne connaissance d'un système d'innovation, mais j'ai été franchement épaté de nos capacités. Et une des conclusions que j'ai par rapport à ce que j'ai vu, c'est que la biotechnologie, les changements qui sont en train de s'opérer là-dedans vont changer le monde. Biotechnologie, c'est les médicaments, c'est les... Bien, la génomique associée, entre autres, à la médecine. Et donc, maintenant, on est très près.
c'est pas encore au niveau clinique, mais dans les laboratoires, on est capable de déterminer que les modifications génétiques, on peut les contrôler. On va être capable de régler le cancer dans un avenir assez rapproché. Déjà, on voit des avancées sur les cancers. Et donc ça, c'est très, très, très transformateur comme révolution. La biotechnologie, c'est très puissant. Malheureusement, aux États-Unis, on a une administration qui est en train de détruire un peu l'avancée que les Américains avaient par rapport à d'autres pays. Mais nous, au Canada, on a des forces très vives là-dedans. Et moi, je vois ce secteur-là avec beaucoup, beaucoup de potentiel. L'autre, je dirais, grand chantier, c'est ce que j'appelle les matériaux avancés. Donc, on est dans une révolution énergétique où on essaie de changer notre façon de consommer de l'énergie. Ça va prendre des matériaux plus légers à peu près dans tout, dans les avions, dans tout ce qui consomme de l'énergie. Et ça, le Canada, on est très, très bon. Au Québec aussi. Les moteurs d'avion dans l'aérospatial, par exemple. Comment on fait pour faire un design de moteur qui consomme moins de carburant? C'est très concret, mais ça va transformer l'innovation, ça va transformer la productivité. Et c'est vers là où on s'en va. Je dirais que les avancées là-dedans aussi sont très rapidement. Le dernier que je mentionnerai, c'est l'IA. Là, on était dans l'IA, les gens comprennent, on a ChatGPT là, au bout des doigts, tout ça. Mais quand on va amener l'IA dans des applications plus concrètes, sectorielles, le Canada, par exemple, a un grand potentiel minier. Quand on amène l'IA dans un secteur comme ça, il y a un potentiel de transformation absolument incroyable. Alors, on est dans une époque où il y a une révolution technologique là, sous nos yeux. On n'a pas besoin de l'attendre, on est en train de s'opérer, qui, pour moi, pour répondre à ta question, pour nos enfants, ça va être un monde très différent. Puis, tu le disais tout à l'heure, les gouvernements, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, ont un rôle à jouer pour accélérer ces innovations, puis surtout faciliter, mettons, leur mise au monde, leur mise à l'échelle pour que ce soit vraiment concret. Parce qu'on a beau inventer quelque chose de très sophistiqué, encore faut-il le voir dans nos usines, dans nos vies. Alors, je pense qu'il y a un questionnement aussi aujourd'hui sur quel est le rôle des gouvernements pour, disons, orienter l'économie dans une direction ou dans une autre. Quand on regarde au Québec, par exemple, on a une vision économique, la dernière qui a été déposée. Elle met certaines priorités qui rejoignent un peu ce que tu disais, la transition énergétique, le pharma, les minéraux critiques. Donc, il y a ces éléments-là qui sont nommés, mais après, c'est quoi les leviers qu'un gouvernement a et qui sont les plus efficaces pour justement essayer de s'assurer que ces innovations se rendent jusqu'à nous? Alors, ça, c'est le cœur de la question de la politique industrielle. Et je trouve qu'on se concentre beaucoup, comme tu viens de dire très bien, pas assez sur le comment. On se concentre beaucoup sur le quoi. Il y a un consensus sur les grands secteurs, tout ça, ça fait consensus. Mais là où moi, je suis très critique de nos gouvernements, ça dépasse les gouvernements, disons, qui sont là en ce moment, en général dans les 30 dernières années. Mais je dois dire, le gouvernement actuel au Québec est particulièrement mauvais dans la politique industrielle. On n'est pas ciblé sur les mécanismes qu'il faut vraiment mettre de l'avant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des subventions à des entreprises. On fait ce que moi, j'appelle l'arbitrage des coûts. On subventionne des emplois plutôt que susciter de l'innovation technologique ou de la productivité. Et quand on enlève cette subvention-là, ce qu'on se rend compte, c'est que le marché n'est pas assez fort pour soutenir l'emploi ou avoir un avantage comparatif par rapport à d'autres compétences ailleurs dans le monde, d'autres gouvernements ou d'autres pays. Alors, ce qu'on veut faire au niveau du gouvernement, je pense, c'est dérisquer la recherche et le développement, surtout parce que c'est ça qui est risqué pour les entreprises, et le faire de façon comme notre exemple de DARPA, on revient aux États-Unis, où on dit à une compagnie, tu vas venir avec moi investir dans cette technologie risquée avec moi, mais si on réussit ensemble, et on s'entend que c'est haut risque, tu vas pouvoir l'adopter et être disons, pouvoir en bénéficier comme compagnie et là, diffuser de la productivité partout dans l'économie. C'est ce qui a fait que des compagnies comme Boeing, Lockheed Martin au Canada, aux États-Unis sont devenus des géants d'innovation technologique parce que le gouvernement américain a acheté avec le militaire la technologie. Donc là, avec notre politique de défense au Canada qui émerge, on a la chance de se rendre à cette étape où le gouvernement canadien devient un client de technologie canadienne, québécoise, et ça va changer la donne, à mon avis.
Mais ça, c'est super intéressant parce que c'est un peu le gouvernement ou les gouvernements comme financiers, parce que c'est beaucoup ça qu'on a vu, les paris qui ont été pris finalement au cours des dernières années, surtout au Québec. C'était de l'aide financière, des prêts, des subventions, des choses comme ça. Donc, on vient vraiment, disons, ajouter au capital qui est disponible pour l'entreprise, versus là, c'est plutôt le gouvernement comme client, comme acheteur. Tu peux développer ces choses-là, puis moi, je vais les acheter. Mais pour la recherche et développement que tu mentionnais tout à l'heure, on a quand même beaucoup de crédits d'impôt pour la recherche et développement. Il y a de l'aide, il y a de l'accompagnement maintenant de plus en plus avec Investissement Québec, par exemple, pour essayer d'accompagner les entreprises dans faire de la R&D, mais aussi comme adopter des innovations ou des technologies de l'externe. Mais je me demandais, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'une des hypothèses, disons, qu'on peut émettre, c'est de dire, bien, on des risques de la recherche qui peut-être un peu des améliorations à la marge. Dans ce micro, on va ajouter comme un meilleur micro versus dérisquer vraiment de la prise de risque. DARPA, c'est ce qu'ils font. C'est des choses complètement un peu, on s'imagine dans l'avenir, des nouvelles technologies qui sont vraiment des technologies de rupture. Est-ce que c'est là qu'on n'arrive pas à bien en fait, c'est même pas là. Ce que le gouvernement du Québec fait en ce moment, le gouvernement du Canada aussi, c'est qu'on subventionne des emplois. On donne de l'argent, et là, les politiciens disent, se vantent, on a gardé des emplois, on crée des emplois. Mais ces emplois-là, toi, tu es une experte du marché du travail, dans un marché de plein emploi, ils existent, on les déplace souvent d'une PME plus petite à une PME plus grande. Ce qui peut donner des gains de productivité quand même, mais... Oui, mais on ne crée pas dans la chaîne d'innovation, on n'œuvre pas là où la rente économique se trouve. La rente économique, elle ne se trouve pas dans l'assemblage. Ça, c'est l'autre problème de la politique industrielle au Québec. Elle se trouve dans le design industriel. Je vais te donner un exemple très concret pour les gens. Le iPhone. Un iPhone, ça coûte cher. Ça coûte 1 000 $. Pourquoi ça coûte 1 000 $ et qui empoche le 1 000 $? Mais le 1 000 $, l'assemblage du iPhone, c'est peut-être 100 $ du 1 000 $. C'est pas là où la rente économique se trouve. La rente économique pour Apple, elle se trouve dans le design du logiciel, l'opérabilité du mécanisme dans le téléphone, les semi-conducteurs qui s'y trouvent, tout le design industriel qui fait que l'iPhone a une place de choix, dans le fond, comme téléphone dans l'écosystème. C'est là qu'est l'innovation. Une fois qu'on aura compris ça, si on retourne dans les véhicules électriques au Québec, si on payait pour faire de la recherche pour des batteries électriques, la prochaine génération, la rente économique qu'on aurait après serait plus grande qu'on va financer des travailleurs qui sont déjà dans l'économie, qui assemblent des autos. Je ne veux pas minimiser les emplois des gens. C'est des emplois importants. Ça met du pain sur la table. Ce que je dis, c'est si on veut être une économie qui est vraiment innovante, il faut comprendre d'où vient l'innovation et comment la financer. Mais c'est intéressant parce qu'il y a comme un peu une tension aujourd'hui, je trouve, entre, d'un côté, cette réflexion sur le fait que c'est davantage, mettons, le secteur des services ou le design industriel ou la recherche, ou cette partie à très forte valeur ajoutée sur laquelle on veut miser. Puis au final, c'est un peu ce qu'on a fait au cours des dernières décennies, en quelque sorte. On sait que c'est là que la valeur se trouve. Puis en même temps, l'obligation un peu aujourd'hui de jouer dans le film de la réindustrialisation, parce que là, on se dit, il faut être plus souverain, on doit avoir de la sidérurgie, de la métallurgie, des minéraux critiques, toutes des choses qui ressemblent plus à ce que tu disais sur l'assemblage que sur la création de richesse ou la création de valeur. Fait que, tu sais, comment on gère cette tension-là? Mais c'est pas contradictoire. Dans le secteur de l'énergie, il y a beaucoup d'innovations. Les gens oublient les sables bitumineux. Je vais laisser de côté le débat sur le climat, là, puis les émissions. Mais les sables bitumineux, c'est une grande invention technologique. On a pu sortir ça de notre sol avec les moyens qu'on a développés dans les années 60-70 pour arriver à produire à grande échelle. C'était, au niveau technologique, très impressionnant ce qu'ils ont fait en Alberta. Donc, il y avait une politique industrielle derrière ça. Encore une fois, je laisse de côté la question climatique. Ça, c'est pour un autre débat. La même chose avec les mines. Il y a un potentiel de développement technologique au niveau minier qui est très, très fort. On parle de minéraux critiques. Comment on va faire? Il va manquer de cuivre. Comment on va faire pour en extraire de façon plus efficace? Alors, c'est pas le secteur, disons, c'est pas l'iPhone versus le secteur de l'énergie ou le secteur minier, c'est comment dans les secteurs qu'on a, on devient technologiquement plus fort et comment on innove à partir de la technologie. Oui, c'est un peu faire les deux en même temps, donc innover, créer de la valeur, mais en même temps avoir la capacité physique de
produire des choses, des batteries, Tout à aller fait. chercher des minéraux critiques, etc. Puis j'ai l'impression que ça va être un défi un peu de prioriser ces deux choses-là en même temps. Oui. Tu parlais beaucoup de la défense tantôt, puis je pense que c'est assez central dans la conversation sur l'innovation aujourd'hui parce que, tu sais, on en parle beaucoup. Il y a un effet d'annonce actuellement. On dit le gouvernement fédéral va dépenser énormément d'argent dans la défense. On ne l'a pas fait depuis des décennies. Maintenant, oui, il y a plusieurs questions que ça suscite en moi. Bien, d'abord, l'ampleur, on comprend en termes de dollars ce que ça veut dire, mais tu sais, c'est quoi l'impact réel auquel on peut s'attendre dans l'économie, puis peut-être plus spécifiquement sur les aspects de recherche? Mais le potentiel est énorme. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. La défense, le Canada, pourquoi on se met là-dedans? Puis moi, ce que je veux dire très clairement, c'est que je pense que pour notre sécurité économique, notre sécurité nationale, on est un pays souverain. Il faut avoir un minimum de capacité. Et c'est pas nécessairement de faire de l'armement, mais il faut que dans l'Arctique, par exemple, on ait une capacité de surveillance au niveau des satellites, au niveau de ce qui se passe dans nos cours de mer, etc. Alors là, il y a un effort technologique à faire qui, pour des grandes universités de recherche, est très attirant parce qu'on a déjà beaucoup de capacités, mais là, on peut les mettre à profit, disons, dans des missions précises, si on veut. Et donc, le défi que je vois, moi, avec la défense, qu'on n'a pas eu, c'est un muscle qu'on a atrophié depuis la Deuxième Guerre mondiale au Canada, c'est de refaire ce partenariat public-privé dont je parlais plus tôt, mais pour les capacités souveraines. Et comment on va les définir, comment on va les prioriser. Et là, j'espère que le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup d'argent, comme tu as dit, l'idée, c'est pas d'envoyer de l'argent partout, mais de la cibler dans les secteurs où on peut performer, on peut faire de l'innovation. On va d'une part combler nos capacités souveraines, mais d'autre part, on peut innover puis vraiment augmenter notre productivité. Alors moi, je suis un peu excité de ça parce que je pense qu'enfin, on a un ancrage pour être sérieux sur l'innovation. Maintenant, est-ce qu'on va bien le faire? Est-ce qu'on va l'exécuter? Ça, c'est une autre question. Puis est-ce qu'on est bien parti? Parce que là, il y a eu l'annonce, disons, l'engagement du Canada de dépenser à hauteur de ce qu'il avait promis à l'OTAN en termes de défense. Mais là, il y a comme il y a une politique industrielle. Il y a des bureaux d'approvisionnement, il y a un bureau pour la recherche. Comme, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Bien, c'est intéressant ce que tu poses ça, parce que moi, ça semble très nerdy, mais l'architecture, c'est important. Quand on construit une maison, il faut comprendre les fonctions de chaque partie de la maison. Puis oui, il y a l'esthétisme de la maison, mais il y a les choses pratiques, là, la fondation, la plomberie, l'électricité, il faut que les systèmes fonctionnent bien ensemble. Puis c'est ça qu'on est en train de faire avec la défense. Alors, on crée un bureau de recherche, on crée un bureau d'approvisionnement. Maintenant, comment ça va opérer ensemble? Comment on va intégrer les grandes universités de recherche dans ce système? Si on les laisse à l'extérieur de ça, on va se priver d'un déploiement d'idées, de capital intellectuel absolument énorme. Alors, il y a beaucoup d'architecture à faire. Là, les architectes, il faut qu'ils se mettent à l'œuvre. J'essaie d'en être un, en tout cas à la table, d'influencer ce genre de décision-là, parce que je pense que si on manque notre coup dans ce design-là d'architecture de la politique industrielle, on va encore dépenser de l'argent, mais pas nécessairement à bon escient. Puis les universités sont, disons, à l'avant-plan de ces questionnements-là, parce qu'on sait qu'il va y avoir de l'argent en défense qui va aller dans la recherche académique. Comment on d'abord, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour le faire? Parce qu'aux États-Unis, ils ont tout un historique des décennies de recherche académique liée à la défense. On n'a pas nécessairement ça au Canada. Comment l'écosystème universitaire est prêt à recevoir cet argent puis ce genre de commandes-là? Puis comment on s'assure pour que ce soit vraiment payant? Oui, c'est une bonne question. Donc, dans le continuum, il y a la science ouverte, des publications, des choses qui ne sont pas sensibles. Dans des revues scientifiques. C'est ça, qui ne sont pas sensibles au niveau de la sécurité nationale, qui vont continuer à être faits, des trucs que, il faut développer au niveau innovation technologique, etc. Jusqu'à l'autre extrême qui est, ça prend des labs sécurisés avec des gens qui ont des codes de sécurité secrètes, sur des trucs sensibles où on ne veut pas évidemment que les autres pays soient au courant de tout ce qu'on est en train de faire pour se protéger, pour assurer notre souveraineté. Alors, dans ce continuum-là, les universités vont jouer de différentes façons. Je dirais que dans certaines de nos universités, de nos grandes universités de recherche, il y a déjà des labs plus ou moins très près du maximum de sécurité. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Évidemment, au niveau des publications ouvertes, tout ça, c'est la majorité de ce qui se fait. C'est le modèle académique traditionnel.
Mais là, comment on va aménager ces choses-là ensemble, c'est la grande question des prochaines années. Puis une question que je me pose, c'est actuellement, il y a comme un genre de consensus sur le fait qu'on est tous contents de dépenser en défense. Je me demande ce consensus-là, il va durer jusqu'à quand? Puis surtout dans le milieu académique où il y a peut-être moins cette culture-là, on parle beaucoup de l'utilisation duale. Donc, il y a de la recherche, la recherche sur l'intelligence artificielle, ça peut servir pour l'armée, ça peut servir dans le civil, ça peut servir dans la santé. Donc, ce concept-là, on le comprend, mais à un moment donné, qu'on va y arriver concrètement, est-ce qu'il va y avoir des questionnements éthiques ou même juste dans le discours public, à quel point est-ce qu'on est OK avec le fait de dépenser en défense? Bien, moi, je pense que ça, c'est très sain. Ça fait partie d'une démocratie forte. Il faut qu'il y ait ce genre de questions-là. On ne peut pas juste dire au gouvernement, allez-y, on vous fait confiance. Alors oui, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des questions. Il y en a déjà dans nos universités. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Et moi, je pense que la transparence est très importante. Dans ce que je vois en ce moment, c'est pas hard defense, c'est soft defense. C'est des choses qu'on a besoin de faire pour assurer notre souveraineté territoriale, les passages en Arctique, etc. Évidemment, l'armée a des considérations plus militaires, c'est leur travail, mais au niveau de la recherche, on n'est pas encore rendu là vraiment. Mais moi, je pense que les questions, ils doivent être posées, puis il y a une imputabilité qui est nécessaire sur comment on est en train de cheminer là-dedans. Beaucoup de milliards vont être investis. Est-ce qu'ils sont bien investis? Est-ce qu'en bout de ligne, ça va bénéficier aux Canadiens en termes de prospérité économique, etc.? Je pense que c'est des questions vraiment importantes. Super. Une autre question dans le débat public qui pourra se poser aussi à un moment donné, c'est de dire, on va dépenser beaucoup en défense, mais ça veut dire qu'on doit dépenser moins ailleurs. Puis ça, c'est des arbitrages qui vont être de plus en plus nécessaires. Pour l'instant, je dirais que la volonté de ralentir les autres types de dépenses n'est peut-être pas tout à fait là à 100% au niveau fédéral, mais à un moment donné, cette question, elle va se poser. Comment tu vois ça? Oui, bien effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle. On sort de la pandémie, on a dépensé beaucoup. On a un déficit structurel maintenant quand même plus élevé au niveau fédéral et provincial. Et là, on dit, on va pas augmenter vos impôts, on va augmenter les dépenses en défense. Puis comme tu dis, on va couper, mais pas beaucoup pour pas que ça fasse mal à personne. Ni de programmes sociaux, ni de coupures vraiment à échelle dans la fonction publique. Il y en a au fédéral, mais c'est pas extrême comme ça a été dans les années 90 avec M. Chrétien et Martin. On va pas couper dans les transferts aux provinces. Et donc, à un moment donné, la mathématique fonctionne pas. Je veux bien qu'on ait un espace budgétaire, fiscal pour emprunter, que les taux d'intérêt sont pas à 15 %, mais ils sont pas à zéro non plus comme ils étaient avant la pandémie. Ils sont les fameuses obligations de 10 ans sont au moins à 3,4, 3,5 %. C'est ça qui détermine nos capacités d'emprunt. Et donc, à un moment donné, il va falloir que les politiciens soient francs sur les compromis. On peut avoir un, mais on ne peut pas avoir les deux autres. Il faut qu'il y en ait un des trois qui marche plus avec les autres. Et là, j'ai l'impression qu'à court terme, comme tu dis, on essaie de faire croire que ça peut marcher. Mais si on veut se rendre à 5 % du PIB en défense, on parle de 160 milliards de plus en dépenses dans le budget fédéral sur un budget d'à peu près 500-600 milliards en ce moment. Et donc, mathématiquement, c'est pas viable. Si on n'augmente pas les impôts, on diminue drastiquement les dépenses. Et je pense pas qu'on peut, honnêtement, drastiquement réduire les dépenses. Donc, à terme, ça veut dire une augmentation des impôts, à mon sens, si on veut vraiment se rendre à 5 %. Puis ça commence à être beaucoup plus difficile à vendre comme promesse. Donc, oui, on va dépenser plus en défense, on va respecter nos engagements, mais ça veut dire qu'il va falloir payer pour. Il va falloir payer. Je t'éloigne un peu de la question de la défense, mais en termes de finances publiques, il y a un défi peut-être encore plus grand au niveau du Québec parce qu'on a une loi sur l'équilibre budgétaire, on veut réduire les dépenses. En même temps, on sait qu'on veut agir sur l'économie, on veut orienter l'économie pour qu'elle soit plus productive, on veut attirer des secteurs de pointe, faire grossir nos entreprises. C'est tout ce que tu appelais la politique industrielle. En même temps, dans les dernières années, il y a eu plusieurs paris qui ont été faits, Northvolt, Lion Électrique, qui n'ont pas aussi bien fonctionné que ce qui était espéré. On va être beaucoup plus frileux collectivement à investir ou à essayer de soutenir une politique industrielle. Tu sais, comme il y a une élection en 2026,
qu'est-ce que devraient être les priorités, finalement, d'un prochain gouvernement? Mais c'est intéressant ta question. J'espère que ça va mener à un vrai débat de politique économique parce que je pense qu'il y a un consensus au Québec que, peu importe les partis, que le gouvernement doit être présent dans l'économie. À l'extérieur du Canada, les gens, peut-être, il y a certains endroits sont plus frileux. En tout cas, il y a plus de tension à ce niveau-là. Mais au Québec, j'entends pas personne qui dit qu'il faut arrêter l'intervention de l'État, on fait plus de politique industrielle. Et donc, c'est intéressant. La question pour moi, c'est comment on l'a fait. Comme on revient un peu à ce qu'on dit. Est-ce qu'on prend comme ancrage nos grandes universités de recherche, on développe des secteurs où il faut être compétitif par rapport à nos compétiteurs, la biotechnologie, l'aéronautique, etc., la conservation de l'énergie, ou si on fait juste continuer à distribuer des chèques à tout le monde en espérant qu'éventuellement, il va y avoir des résultats. Et là, sur les finances publiques, à un moment donné, il vient une facture. L'échec de M. Legault, je crois, c'est qu'il a promis de réformer l'État, de la rendre plus efficace, moins lourd. Et on voit bien qu'après 10 ans, il n'a pas vraiment réussi à faire ça. Mais il a continué à intervenir encore plus agressivement dans l'économie que des gouvernements avant lui, qui intervenaient déjà beaucoup. Alors, à un moment donné, on se dit, OK, c'est pas tellement le débat entre moins d'État ou plus d'État, mais comment l'État intervient dans l'économie. Et ça, j'espère que ça va être le cœur du débat électoral. Je retiens pas mon souffle en passant, parce que c'est des choses compliquées à débattre, mais j'espère que les Québécois vont commencer à te poser plus des questions sur ces questions-là, parce que moi, envoyer, comme je dis, se promener avec des chèques puis donner des chèques à tout le monde, je pense pas que c'est la bonne façon de procéder. Robert, merci beaucoup pour cette conversation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Puis je retiens, à l'automne, on regarde comment est-ce que le gouvernement intervient, pas seulement s'il le fait ou pas. Merci beaucoup.